voici arrivé en Bretagne, terre de légende par excellence. C'est ici, au bout de la terre, que je commence un nouveau voyage. J'ai pris rendez-vous avec Joël et Marie-Pierre, deux sympathiques conteurs de la région de Kerlouan, petit village situé sur la côte des légendes, au cœur du pays pagan. Nous partons en direction du rivage, non loin de Ménéam, ancien petit hameau de pêcheurs goémoniers. L'atmosphère du site est particulière et on imagine ici bon nombre d'histoires de sirènes, de pirates, de vieilles épaves et de trésors engloutis. Joël et Marie-Pierre vont tout d'abord m'en dire un peu plus sur leur association Les Conteurs de la Nuit. L'association Les Conteurs de la Nuit, donc créée le 12 octobre 2012, avec une poignée de passionnés de légendes, une quinzaine. Le plus jeune a 8 ans et l'aîné plus de 70 ans. C'est intergénérationnel et familial. Et ce sera la 4e saison où nous allons faire des spectacles sur cette plage et sur cet amas rocheux. Alors on est un peu surpris parce que dans le monde moderne, avec les technologies de pointe qu'on connaît, on voit des gens, disons, dans la force de l'âge, eh bien, s'apitoyer sur un petit corrigan qui pleure ou bien sur une sirène qui a échoué sur la plage. Enfin, c'est complètement contradictoire, mais c'est plaisant parce qu'il y a une part de magie et une grande part de rêve. Nous recevons donc principalement les touristes puisque les balades comptées ont lieu pendant la saison estivale. Et nous cheminons le long des dunes, parfois sur la plage. Chacun retrouve son âme d'enfant, absolument. Ouais. Les paganises, ou au singulier le pagan, ce mot-là provient du latin et bénéficie de 2 étymologies. La première, c'est le mot pagan du latin paganus et signifie païen. Païen parce que au 5e et au 6e siècle de notre ère, lorsque l'Armorique, c'est-à-dire notre région, a été envahie par les Bretons qui avaient quitté l'île de Bretagne sous la pression des barbares, lorsqu'ils sont arrivés ici, eux qui avaient été convertis à la religion chrétienne ont rencontré des gens qui pratiquaient des religions celtiques. Donc pour se distinguer, les Bretons ont qualifié les Armoricains, et en particulier les gens qui habitent ce bord de mer. Le 2e sens du mot pagan, ce mot-là proviendrait du latin pagus et désignerait les paysans. Les gens qui cultivent, qui entretiennent le pays, les agriculteurs. Au cours de la moitié du 19e siècle, une certaine bourgeoisie brestoise qui ignorait la langue bretonne et qui méconnaissait les mœurs de la vie campagnarde de la région, ont tout simplement considéré que ces gens qui habitaient à l'extérieur de la cité étaient des gens peu fréquentables, des gens un peu lourdeaux, rustres. Ces gens donc étaient imprégnés d'une forme de superstition malsaine, et c'est pour ça que les gens de la ville, les Brestois, ont en quelque sorte éprouvé un profond mépris pour ces gens du bord de mer et notamment pour ceux qui habitaient cette petite région qu'on appelle ici donc le pays pagan.
Je m'empresse de demander à mes hôtes quel genre de récit se raconte en ces lieux. En un clin d'œil, ils enfilent leur tenue de conteurs et me font part de quelques légendes typiques du bord de mer. Alors ici, comme nous sommes au bord de mer, et dit-on, la population était misérable, on va avoir affaire à des légendes qui ont trait à des naufrageurs. C'est-à-dire des gens qui à terre sont dans le besoin et qui, pour améliorer leur ordinaire en quelque sorte, ont besoin de ce que la mer peut leur apporter. Et la mer leur apporte quoi? Eh bien, malheureusement, par l'intermédiaire des naufrages, des victuailles, du bois, des cordages, tout ce qui, à cette époque-là, au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, tout ce qu'on pouvait trouver sur ces bateaux. En général, ça se passait la nuit et les naufrageurs, entre guillemets, s'équipaient, si je puis dire, de vaches, ces mammifères qui, au bout de leurs cornes, portaient des lanternes allumées. Ainsi, la nuit, les vaches pouvaient attirer les bateaux sur les rochers. Parce que, vu d'un bateau, lorsque on se trouve dans une tempête, on essaie de trouver un abri pour le bateau. Et en se dirigeant vers les feux qui sont allumés, eh bien, on arrive tout simplement sur les rochers qui bordent cette côte des légendes. À Kerlouan, il y avait jadis un jeune pêcheur prénommé Yann. Et Yann, comme tous les pêcheurs bretons, il aimait la mer. Mais la mer n'était pas toujours une amie facile. Un jour qu'il était parti à la pêche avec un de ses voisins, ils aperçurent tous deux une sirène qui dormait sur un rocher au bord de la côte. Pour la voir de plus près, ils mouillèrent l'ancre du bateau. Et en se glissant sans bruit dans l'eau, ils nagèrent avec 1000 précautions vers la sirène. D'une beauté féerique, celle-ci devait être bien fatiguée, car elle ne les entendit pas arriver. La tête posée sur le rocher, son corps flottait entre deux eaux, ballotté par les petites vagues. Tout à coup, les deux hommes saisirent prestement les longs cheveux blonds de la femme poisson et, malgré sa forte résistance, réussirent à ramener leur prise sur la plage. Alors Lankou, c'est un personnage mystérieux qui représente non pas la mort, mais son serviteur. On décrit Lankou comme un personnage très grand, très maigre, sans âge, les cheveux longs et blancs, le visage ombragé par le bord d'un large feutre noir. Il se déplace dans une charrette dans laquelle autrefois on transportait les morts. Cette charrette est traînée par 2 chevaux attelés en flèche. Le premier en tête est maigre et manifestement assez malade, tandis que l'autre est plutôt bien portant. Les chevaux sont tirés par un compagnon de Lankou qui tire le cheval de tête par la bride. Lankou, lui, est installé dans la charrette et se tient debout. Il circule la nuit dans les chemins creux et dans la lande. Et rencontrer
ou entendre le sinistre attelage sont des signes annonciateurs d'une mort toute proche. On dit que l'Ankou est représenté par le dernier mort de l'année. Bon, l'Ankou est représenté aussi par un squelette dont la tête tourne sur 360 degrés. Ainsi, il peut voir quels sont les défunts qu'il doit transporter dans sa charrette misérable pour les emmener vers l'au-delà. L'Ankou dispose d'un instrument pour cueillir en quelque sorte ses passagers, ses défunts. C'est une faux dont le fer est monté à l'envers. Ainsi, en fauchant, il peut collecter un plus grand nombre de défunts en lançant sa faux devant lui. Cette faux peut être aiguisée de temps en temps par un ossement humain qu'il détient sous son manteau. Il est toujours précis dans ses rendez-vous et on dit qu'il débute sa tournée funeste le soir au coucher du soleil. Je le disais tout. J'arrive à présent en Pays Léon, près du petit village de Cléder, au nord de la Bretagne, avec toujours la même intention de découvrir de nouvelles légendes. Je vais retrouver pour l'occasion Christophe Méchat, un ami auteur venu s'installer dans la région et qui tient à me faire découvrir un lieu tout à fait fantastique. Il me donne rendez-vous au château de Kermanguy, situé non loin de la ville de Saint-Paul-de-Léon. Alors Christophe, tu m'emmènes où là? Alors là, je m'emmène au château lieu de est- Kermanguy. Et donc c'est un château qui axe ses activités autour des légendes vers la région de Saint-Paul-de-Léon. C'est basé sur le dragon, tout ça. Je vais te présenter à Monsieur le Comte, à son épouse, Sabine. On va voir un monsieur le comte. Voilà. Bon, ben, je te suis. Rentrez. Surprise. Alors, on se trouve à Cléder déjà. Ouais, Voilà, donc Cléder dans le Léon. ouais. Voilà, pas très loin de Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, voilà, pour situer. La propriété, si vous voulez, ça s'appelle Château de Kermanguy, c'est le lieu dit qui s'appelle Château de Kermanguy, en fait. C'est les chiens de pierre. Les chiens de pierre, D'accord. voilà. Alors là, on est devant une toile. Enfin, c'est pas une toile, c'est plus un panneau peint. peinture sur bois, voilà, Ouais, panneau peint. ouais. Et donc, ça nous parle de la légende de Saint-Paul. Voilà, donc alors Saint-Paul, alors en fait les légendes, comme vous connaissez, il y a quand même chaque pays, chaque territoire a un petit peu sa légende. Ouais. Voilà. Et nous, la légende du coin, c'est-à-dire Saint-Paul de Léon, l'île de Bas, etc., c'est la légende de Saint-Paul Aurélien qui a terrassé le dragon, chassé le dragon, ce qui était sur l'île de Bas au VIe siècle. D'accord. Voilà. Et en fait, ce tableau, donc il est dans la famille depuis toujours, en fait, depuis qu'il est. Voilà, il a toujours été là. Nous, on l'a fait restaurer par le biais de l'association qui est sur le site. Et il raconte en fait la légende. Alors c'est un tableau peint qui est daté à peu près du XVIe siècle,
aux alentours du 16e siècle à peu près, que ça a été peint pour représenter cette légende. Voilà. Et donc vous avez Saint Paul Aurélien. En fait, c'est toute la légende, elle est au centre. Voilà. Et puis de chaque côté, vous avez des dieux païens. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour remettre dans le contexte, au 5e siècle, 6e siècle, donc c'est dans les années 500 et quelques, et ben c'est le début du christianisme finalement. Un dragon terrassait la population, donc sur l'île de Bas. Et puis, donc ici, vous aviez Nuz, le seigneur de Kergounader. Donc la population vient appeler au secours et va chercher Saint Paul, qui était déjà un personnage, voilà, qui n'était pas du coin d'abord. Il est venu il a traversé la Manche pour venir. Et il s'est installé ici, appelé par son cousin qui était ici, qui s'est représenté ici. Vous savez, il y a un beau jeune homme là, habillé avec la tenue du moment, oui, ça, à la mode du. Voilà, ouais, c'est Louis XIII. C'est Louis XIII là. C'est Louis XIII, ouais. Donc avec voilà, et qui s'est représenté en fait sur le tableau parce qu'on pense que par contre là c'est le commanditaire du tableau. Ah, okay. Voilà. Et donc la population au secours, c'est la panique, les enfants se font manger, c'est horrible, voilà. Donc Saint Paul appelle Nuz, seigneur de Kergounader, qui est le château voisin en fait, ici, d'à côté, voilà. Et puis à eux deux, bah, ils partent chasser le dragon, ils savent pas trop comment. Et en fait ici, on voit, donc en fait ce tableau-là, c'est un petit peu comme une bande dessinée. Oui, c'est ce que je me dis. C'est un peu ça, voilà. Donc ici, on n'a pas besoin de bande dessinée, on a ça. Voilà, c'est très amusant. Et donc vous avez un moment, vous voyez Saint Paul, avec Nuz qui est prêt, il est en armure, prêt à terrasser, et le dragon en face. Alors la légende dit que Saint Paul, en fait, pas du tout impressionné, a pris son étole rouge, il l'a jeté sur le dragon. Le dragon s'est calmé net, voilà. Et du coup, pas besoin de le tuer, rien. Ils l'ont traîné vers le nord de l'île de Bas. Donc en fait, ici, vous voyez, c'est l'île. Donc c'est le début de la perspective, en fait. Oui, vous voyez, là, on voit l'île, c'est vraiment pas trop, c'est un peu plat encore, voilà. Et donc là, on le voit, et puis il traîne le dragon un petit peu plus loin, là, vous voyez, derrière la lance. Et après, il le jette dans l'eau. Voilà. Ce qui est étonnant, ça rejoint un petit peu des choses que j'ai vues dans mes voyages, c'est qu'il ne tue pas le dragon, mais il le soumet quelque part. Voilà. C'est un peu comme Saint-Michel avec qui le soumet mais qui ne le tue pas. Voilà, il le terrasse. En fait, on ne dit pas il le tue, il le terrasse. Il le terrasse, voilà. Donc les gens sont persuadés que, il est tué, donc d'où l'armure, etc. Et puis en fait ici, vous avez Saint Paul du coup qui bénit Nuz. Alors il a tous ses, donc c'est magnifique hein, pour l'époque. Vous voyez, tout est peint, vraiment super. C'est du détail. Et alors ici, donc ce tableau-là, il est très curieux parce qu'il est c'est un triptyque, si vous voulez. Un triptyque, mais qui est en fait en un seul. Voilà. Alors, ils ont pris des planches, hein, puis ils ont peint ça toc-toc comme ça. Ils ont peint dessus. Et en fait, ici, vous avez des dieux païens. Donc, les dieux, en fait, c'était le paganisme à cette époque-là. Donc, 6e, années 500 et entre 5 et 600. Voilà. Et là, vous avez Diane. Et ici, un demi-dieu. Donc, elle, c'est une vraie déesse. Lui, c'est un demi-dieu qui était Actéon. Et en fait, les deux sont liés. Donc, en fait, on dit que Diane se baignait nue dans son bain, voilà, enfin dans une mare. Actéon, parce qu'elle devait être assez mignonne, s'intéresse à elle, la regarde. Elle, folle furieuse, comme c'est une déesse, elle le transforme, elle lui jette un sort, elle le transforme en cerf. Vous voyez, on voit ces bois de cerf. Voilà, il se transforme en cerf et il se fait dévorer par ses chiens. Donc voilà, c'est un peu terrible le sort. C'est la punition. Divine. Ouais, horrible. Voilà. Et alors pourquoi? Donc on a mis un petit peu de temps à comprendre pourquoi sur ce tableau vous aviez une scène religieuse, la légende de Saint Paul, et puis des dieux païens. En fait, c'est que les dieux païens, ils étaient présents. En fait, les gens, ils avaient leur dieu, leur païen, voilà, leur dieu. Non, c'est normal. Et c'est le début du christianisme, donc il a fallu quand même qu'il s'impose un peu. Oui, et en fait, le paganisme, hop, s'efface. Il devient noir, en sombre. Une façon de... L'éclairage au milieu, il est sur les côtés. Voilà. Ça s'assombrit. Et puis là, vous avez les deux dieux païens qui tendent la main. Allez-y, je vous donne la... Vous voyez ? Toc,
c'est à vous la suite. Donc voilà, donc non mais c'est intéressant parce que c'est vraiment et puis c'est la légende telle qu'elle est racontée. Vous avez la population qui s'enfuit par là-bas, voilà, il devait y avoir des moulins, c'est drôle parce qu'à l'île de Bas quand vous y allez, mais à l'île de Bas il y a toujours, au nord de l'île de Bas vous avez le trou du serpent, voilà. Et en fait c'est intéressant parce que quand on a les journées du patrimoine ou des choses comme ça qu'on montre ce tableau, voilà, ou même dans le parcours qu'on a fait, la chasse au dragon qu'on a fait, où il y a découpé en les trois parties, les territoires, donc il y a le dragon avec Saint-Paul, Diane et Actéon, et bien les gens en fait ils entendent parler de leur légende, c'est la légende. C'est local, c'est vraiment d'ici. C'est vraiment d'ici. C'est exactement ce que je cherche. Voilà, et du coup, les gens qui vont à l'île de Bas, ils nous disent « Ah mais oui, on a été à l'île de Bas, on est allé au trou du serpent, le Taoul ar Serpent en breton. » Ouais, donc voilà, c'est amusant. Donc ce tableau, c'est 16e. Alors par contre, il est daté à peu près de 16e. D'accord. Mais c'est la seule représentation qu'on a de cette légende, il y en a d'autres. Peinte. Vous avez des vitraux à Saint-Paul, dans la cathédrale. Vous avez un vitrail qui représente, voilà. L'étole de Saint-Paul est à l'île de Bas, dans la chapelle de l'île de Bas. Donc on vous explique, voilà, c'est l'étole, voilà. Mais un tableau peint qui représente vraiment, c'est tellement vieux la légende, voilà, il y en a peut-être eu, mais peut-être brûlé ou des dessins. C'est le seul qui est conservé. Qui est conservé, en tout cas, à notre connaissance, tout du moins. Mais avant de reprendre la route, le jeune fils de Charles et Sabine me propose de partir à la recherche du fameux dragon, tout en me faisant visiter le parc du château. Je reste émerveillé en découvrant cet immense terrain de jeu parsemé de sculptures, d'installations en plein air et de cabanes dans les arbres. Corrigans. Le jeu des corrigans. Donc les écailles sont vertes, Oui. donc faut pas se tromper sur les arbres. D'accord. Ah oui, je vois Si- les écailles. Si les arbres sont verts et qu'il y a... Ça, c'est l'écaille. Ouais, c'est ça l'écaille. Après avoir passé quelques épreuves, nous découvrons enfin la fabuleuse créature, mais heureusement endormie. Mais ne dérangeons pas plus longtemps le monstre et reprenons plutôt notre route en vue d'une autre légende bretonne. Je pars en direction du Finistère Sud, toujours en quête d'aventure et de nouvelles légendes à découvrir. Je traverse le Roc Trévézel, cette étendue de landes parsemée de rochers isolés. Passage obligé vers le pays de Cornouailles. J'entre dans le royaume des Corrigans, ces imprévisibles petits nains bretons à la chevelure de feu et aux yeux couleur de braise. On dit que cette épine dorsale du massif armoricain regorge de ces petites créatures, en très grand nombre, mais à défaut d'en apercevoir, je m'amuse à les dessiner. Ici, j'ai l'impression de me trouver sur l'échine d'un dragon géant, dont la tête serait située plus loin à l'ouest, vers la mer. L'endroit est grandiose, et le paysage n'a rien à envier au plus beau des panoramas du cinéma fantastique.
Un peu plus au sud se trouve l'un des plus beaux sites de Bretagne, le Mont Saint-Michel de Brasparts. Une petite chapelle dédiée aux saints domine un paysage grandiose battu par les vents. C'est ici que je retrouve une ancienne connaissance, Christophe Méchin, fin spécialiste et passionné de légendes de Basse-Bretagne. Durant cette petite pause, je lui demande quelques précisions sur l'histoire de ce fabuleux Saint-Michel et du Yeux-Nélèze. Bon, alors ici nous sommes donc au sommet du mont Saint-Michel, près de la chapelle Saint-Michel. On a édifié cette chapelle à l'archange Saint-Michel, pourquoi? Pour qu'il puisse surveiller tout ce qui se passait en contrebas dans le Yeux-Nélèze, au sein des monts d'Arrée, qui était réputé être le royaume de l'Ankou, avec un passage direct vers les enfers. Les monts d'Arrée, selon la légende, c'était la colonne vertébrale du dragon qui avait été tué par Saint-Michel. Donc toute l'Armorique, toute la péninsule armoricaine était en fait le corps du dragon qui était tombé dans la mer et sur lequel les gens sont venus s'installer et vivre. D'ailleurs, on en retrouve une trace dans la dénomination bretonne du Finistère, puisque la forme du Finistère peut évoquer une mâchoire de dragon. Et le nom breton du Finistère, c'est Penarbet, c'est-à-dire la tête du monde, parce qu'on considérait que le monde était le corps du dragon sur lequel on vivait. Donc Saint-Michel était chargé de surveiller que rien de néfaste ne s'échappe de cette fameuse entrée des enfers. Donc cette fameuse entrée des enfers, on l'utilisait encore jusqu'au 19e, lorsqu'il y avait des exorcismes en Bretagne. Les exorcistes enfermaient les esprits mauvais dans le corps d'un chien noir et ils le retenaient prisonnier en nouant leur étole autour du cou du chien. Et ils le donnaient ensuite à des colporteurs spécialisés qui étaient chargés d'amener le chien noir jusqu'ici, depuis toute la Bretagne, et de le jeter donc dans les marais du Yeux-Nélèze qui est en contrebas, de façon à ce que l'esprit mauvais reparte directement en enfer et n'aille pas tourmenter quelqu'un d'autre. L'étole sert effectivement de contrainte, de lien, que les prêtres utilisaient, alors soit pour dompter les bêtes féroces, soit pour enfermer les esprits mauvais dans le corps de certaines bêtes, notamment les chiens noirs. Donc c'était un moyen pour eux de contraindre l'esprit de rester. L'étole fournissait en fait une enceinte sacrée autour de la bête et l'esprit mauvais ne pouvait plus s'échapper. Donc il était utilisé pour les dragons, pour les chiens, pour chaque fois qu'il y en avait besoin. Les légendes ici sont plus tournées vers la terre, évidemment, et notamment tout ce qui est Ankou, et puis récupération des morts lors du dernier instant. Lorsque on Je retrouve une nouvelle fois Christophe Méchin en baie de Douarnenez. L'auteur tient à me faire découvrir de petites grottes qu'on appelle ici des houles, situées dans les falaises de la plage de l'Estrevette.
Alors, Christophe, on se trouve à quel endroit exactement ici? Alors, on est vraiment au bout de la terre. Hein. Voilà, on est au bord de la baie de Douarnenez sur la plage de l'Estrevette, qui est à l'entrée de la presqu'île de Crozon et qui dépend de la commune de Plomodierne. Et donc cette plage de l'Estrevette, elle était connue avant, hein, jusqu'au 19e, pour abriter dans ces falaises, comme ici, on peut le voir derrière moi, des habitations à Corrigan. C'est un trou dans la falaise, c'est ce qu'on appelle une houle. Ouais. C'était les gens d'ici considèrent avant que c'était là que vivaient les Corrigans. Et donc les Corrigans, c'était des petits êtres d'une trentaine de centimètres de haut, avec des grandes oreilles, tout poilus, tout noirs, avec des yeux rouges. Ouais. Et ils avaient des oreilles tellement performantes qu'on disait qu'ils pouvaient entendre n'importe quel secret. Et ce qui fait qu'ils connaissaient l'emplacement de tous les trésors en Bretagne. Et ils allaient les récupérer, puis ils les emmenaient sous leur maison, soit des dolmens, soit des menhirs. Et ce qui explique qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu une campagne de dynamitage de tous les dolmens et les menhirs dans le coin parce que les paysans pensaient que dessous il y avait des trésors à récupérer. Okay. Donc on a perdu beaucoup de menhirs et de dolmens. Quand on parle de l'influence des légendes, ben ça c'en est une. D'accord. Une des spécificités de ces houles qu'on peut voir ici, là, c'est que les gens mettaient des grandes pierres plates sur le seuil des houles pour former ce qu'on appelait à l'époque le sentier du chien, c'est-à-dire l'espace qui relie la pierre du seuil dans la maison à la pierre du foyer. Ce sentier du chien, entre les deux pierres, là, c'est le sentier que prenait l'âme pour quitter la maison quand quelqu'un décédait. Donc on pensait que les Corrigans avaient besoin d'aide pour libérer leur âme au moment de leur mort, parce qu'ils étaient plus ou moins diaboliques. Et pour pas qu'ils restent sur terre à tourmenter les vivants, eh ben les vivants justement venaient mettre une grande pierre de seuil pour que le sentier du chien soit complet entre la pierre de seuil et la pierre du foyer de la maison du Corrigan et que son âme puisse s'élever normalement dans le ciel. Dans tout le Finistère, le concept de fée n'existe pas. Quand on met le mot fée dans un dictionnaire français-breton, la traduction bretonne c'est Corrigan. En fait, c'était les Corrigan qui tenaient le rôle des fées. Donc on parlait, les marraines, c'était des Corrigan qui accordaient des vœux, tout ça. Tout ce qui est tenu comme rôle par les fées dans le pays gallo ou en France, c'est tenu ici par les Corrigan. Parce que pourquoi à l'origine, les Corrigans n'étaient pas des petits lutins, c'était un être un petit peu comme les elfes de Tolkien, qui avait la faculté de rétrécir ou de grandir comme il le voulait. Et donc on n'avait pas cette association entre Corrigans et lutins à l'époque. D'accord. Les fées, c'est plus associé à la forêt aussi peut-être, ou à l'intérieur des terres. Ben, c'est surtout que les fées, c'est un concept français. C'est pas trop un concept breton au sens large. Donc le rôle des fées, et je ne peux pas mieux dire, c'était tenu par les Corrigan. C'est elles qui avaient les pouvoirs magiques et qui pouvaient dispenser leurs bienfaits ou leurs malédictions suivant leur humeur. Direction ensuite le Cap de la Chèvre avec une histoire fabuleuse de géants dévoreurs de Corrigans. Donc on est en surplomb de la baie de Douarnenez, un endroit qui s'appelle l'Estrevette, près de la plage de l'Estrevette. Effectivement, il y a beaucoup de vent, il y a toujours du vent sur les hauteurs. Et on est pile poil en face la pointe de la Chèvre. Alors la pointe de la Chèvre, en fait, ça vient d'une erreur de traduction parce qu'à l'origine, c'est la pointe de Cavre. Et Cavre était un géant qui, comme tous les géants, avait l'habitude de gober les Corrigans. Ils étaient en guerre sans fin contre les Corrigans. Et un jour, donc, il arrive à choper un éclaireur Corrigan chargé de rameuter toutes les tribus de la baie de Douarnenez pour une réunion au sommet avec le roi, dans une des grottes de Morgat, vers Crozon là-bas. Et donc le géant Cavre décide de faire irruption pendant cette réunion pour gober
le plus de corrigans possible et puis se débarrasser de cette engeance, cette vermine pour eux. Et donc ils creusent un tunnel et puis le jour de la réunion, ils déboulent comme ça dans la grotte en hurlant et en essayant d'attraper les corrigans qui sont à sa portée. Manque de chance, il n'y a personne. Et là, il se rend compte que devant l'entrée de la grotte, il y a un grand feu qui est allumé par les corrigans. La fumée rentre à l'intérieur de la grotte, il voit qu'il va être asphyxié. Il essaie de repartir par le tunnel qu'il a creusé pour venir, mais les corrigans l'ont pris de vitesse et ont fait écrouler le tunnel. Et donc la fumée va rentrer dans la grotte, il va se faire asphyxier et on dit que depuis, il repose sous ce fameux cap de la chèvre, qui donc, je répète, suite à une erreur de traduction, c'est le cap de Cavre, la pointe de Cavre le géant, qui repose, qui est étendu là sous cette pointe là et qui est censé se réveiller à la fin du monde. Je poursuis mon chemin à la découverte des légendes de Bretagne en direction du Ménéum, point de repère des marins depuis l'Antiquité et situé à l'entrée de la presqu'île de Crozon. La lumière du soir réchauffe les hauteurs et donne au lieu une ambiance irréelle. Avec mon guide, Christophe Méchin, fin connaisseur des légendes de Cornouailles, nous partons à la recherche de la tombe du roi Marc, ce curieux personnage issu de la mythologie celtique et de la légende arthurienne. Nous suivons le petit sentier qui traverse l'immensité de l'Ande menant à la sépulture du monarque aux oreilles de cheval. Après 20 minutes de marche, nous arrivons sur le site. Christophe décide de me raconter, sur place, la fabuleuse légende du roi Marc. Donc nous sommes ici sur la tombe du roi Marc. Alors le roi Marc était le petit-neveu du roi Gradelon, le souverain de la ville d'Is, dont on parlera plus tard. Et il aimait beaucoup la chasse, le roi Marc. Et un jour, il poursuit une biche toute blanche qu'il arrive à coincer sur la plage, sur une des plages de la baie de Douarnenez. Et la biche se transforme, en fait, c'est une magicienne. Et pour se venger du roi Marc qu'il avait poursuivi, qui lui avait même tiré une flèche, elle lui lance un mauvais sort et l'affuble des oreilles de son cheval et de la crinière de son cheval. Donc dorénavant, le roi Marc a des oreilles de cheval et une crinière de cheval. Ça l'embête beaucoup pour régner, hein. Ses sujets se moquent de lui, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper les têtes de tous ceux qui se moquent de lui. Et du coup, son caractère va virer à l'aigreur. Mais lorsqu'il va vieillir, il va se rendre compte qu'à partir du moment où il va mourir, il risque de se retrouver en enfer parce qu'il a quand même décapité beaucoup de monde. Donc pour remédier à cet état de fait, il va faire construire une chapelle à la Vierge Marie au pied du Ménéum, donc la chapelle Sainte-Marie du Ménéum, qui existe encore aujourd'hui. Et chaque fois qu'il va voir un mendiant, il va lui donner une bourse pleine de pièces d'or, de façon à ce qu'il puisse survivre, lui et sa famille. Mais le temps fait son œuvre, il finit par mourir comme tout le monde, il se retrouve devant Saint-Pierre au paradis, et Saint-Pierre, regardant dans son grand livre, voit que le roi Marc a décapité beaucoup de monde, et donc il lui dit, roi Marc, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir rentrer au paradis, vous avez été trop méchant durant votre vie, vous avez décapité des gens, donc vous n'allez pas venir. Et là-dessus, la Vierge Marie arrive et dit, alors c'est vrai qu'il a décapité beaucoup de monde, mais il a des circonstances atténuantes quand même, parce qu'on lui avait jeté un mauvais sort. Et sur la fin de sa vie, il a essayé de se rattraper, il m'a fait construire une belle chapelle, il a fait l'aumône aux mendiants, donc il n'est pas assez méchant pour aller en enfer, même s'il ne peut pas rentrer au paradis, il faut trouver une solution. Alors Saint-Pierre grogne un petit peu, ça lui fait du travail supplémentaire, mais il rentre dans le paradis, il va demander des consignes à Dieu, puis il revient. Il dit, alors voilà ce qu'on m'a donné comme consigne, du coup le roi Marc va être enterré au pied du Ménéum, mais du versant opposé par rapport à la chapelle qu'il a fait construire. Et lorsque, depuis sa tombe, son âme pourra voir le clocher de la chapelle Sainte-Marie du Ménéum qu'il a fait construire, donc par-dessus le Ménéum, et bien là, il pourra rentrer au paradis. A priori, mission impossible, hein, parce qu'entre la tombe du roi Marc et la chapelle Sainte-Marie du Ménéum, il y a tout le Ménéum, justement, donc ça paraissait fort improbable. Mais la Vierge Marie s'en laisse pas compter, elle va voir tous les mendiants à qui le roi Marc a fait l'aumône, et elle leur dit de rassembler leur famille et de prendre chacun la plus grosse pierre qu'ils peuvent,
et d'aller poser cette pierre sur la tombe du roi Marc au pied du Ménéum, de façon à former le plus gros monticule possible, pour que l'âme du roi Marc, qui est dans la tombe, puisse escalader le monticule, et une fois en haut, qu'elle puisse voir le clocher de la chapelle Sainte-Marie du Ménéum par-dessus le Ménéum. Donc voilà, ici nous avons ce qui reste du monticule de pierre qui recouvrait la tombe du roi Marc. Et lorsqu'on escalade le plus haut monticule, on voit bien la chapelle Sainte-Marie du Ménéum. Donc on peut supposer que l'âme du roi Marc a réussi à escalader le monticule, à voir le clocher de la chapelle et donc à rentrer au paradis. Alors là, nous sommes maintenant en haut du Ménéum. Le Ménéum est une petite montagne bretonne qui se situe à l'entrée de la presqu'île de Crozon, avec une hauteur de 330 mètres à peu près, 336. Et c'était un sanctuaire très important pour les Celtes, ce qui fait que par la suite, l'Église a greffé beaucoup de légendes pour essayer de le rendre un peu moins sympathique. Notamment la présence de l'Ankou qui vient ici chaque veille du Nouvel An pour regarder. Sa tête fait un tour complet sur son cou et va regarder tous les gens qu'il va venir prendre pendant l'année. Sinon, vous aviez aussi des fantômes bien sympathiques, les fantômes des vieilles filles qui avaient refusé sciemment de se marier de leur vivant. Elles devaient se laisser pousser les ongles de façon à pouvoir creuser leur tombe ici en haut du Ménéum, et quand vous regardez la pierre, on ne pouvait que leur souhaiter bon courage. Ensuite, tout ça fait référence en fait à un particularisme de l'endroit, c'est que c'était un sanctuaire très important pour les Celtes, de l'importance équivalente à Lourdes pour les catholiques, on va dire, notamment en ce qui concerne la déesse Brigitte, qui était la déesse de la lumière et qui partageait son année entre deux maris, le dieu Carnounos, qui présidait à la saison sombre entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, et le dieu Lugus, qui était le dieu de la lumière et du soleil, qui présidait donc aux destinées de l'année entre l'équinoxe, entre la deuxième partie de l'année, donc entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Ces deux dieux se disputaient régulièrement les faveurs de la dame, et il en résultait tout un calendrier qui était propice aussi pour suivre ce qui concernait l'agriculture à l'époque, ce qui fait dire que les Celtes étaient essentiellement une civilisation agricole, puisque les dieux régissaient le cycle des cultures tout au long de l'année, entre donc Carnounos qui régnait sur la saison obscure et Lugus qui régnait sur la saison claire. Donc alors la baie que vous voyez derrière moi, c'est la baie de Douarnenez. C'est dans cette baie que se trouvait la ville engloutie d'Is. Et cette ville a été engloutie à cause de sa princesse, la princesse Dahu, fille du roi Gradelon, qui avait harcelé son père pour avoir une ville rien qu'à elle, parce qu'elle ne supportait pas la présence des prêtres dans la ville de Quimper où elle habitait normalement. Donc elle avait une ville pour elle toute seule, le roi Gradelon l'a fait construire en bord de la baie de Douarnenez, et les habitants étaient tellement oisifs, tellement luxurieux, que les dieux s'est offensé du comportement des habitants de la ville d'Is. Et donc il a envoyé le diable séduire la princesse Dahu, alors sous l'apparence d'un beau seigneur, tout vêtu de rouge. Et lorsque la princesse est tombée amoureuse de ce beau seigneur vêtu de rouge, comme gage d'amour, le seigneur rouge, donc le diable, lui a demandé les clés de la digue qui protégeait la ville de l'océan. Dahu a été les voler à son père, qui les gardait tout le temps autour du cou. Et lorsqu'elle les a remises au diable, le diable s'est empressé d'aller ouvrir toutes les digues et l'océan a recouvert la ville d'Is. Le roi Gradelon, prévenu par Saint-Guénolé, veut s'enfuir, donc il descend dans les écuries alors que la mer commence à recouvrir la ville. Et ils prennent chacun un cheval, et en passant, le roi Gradelon récupère sa fille, la princesse Dahu. Mais la mer gagne, et Saint-Guénolé le prévient que s'il veut s'en sortir vivant, il va falloir qu'il se débarrasse du monstre qui est derrière lui. Et le roi Gradelon, se retournant, ne reconnaît plus sa fille qui a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Et donc il va la pousser par terre, et elle va disparaître dans les flots. En fait, la princesse Dahu avait commencé à se transformer en sirène, et c'est pour ça qu'on dit que cette princesse, la princesse Dahu, est la mère de toutes les sirènes de la baie de Douarnenez. J'entre à présent dans la mystérieuse forêt du Helgoat, nichée au cœur des monts d'Arrée et du parc naturel régional d'Armorique.
Je longe le superbe lac duquel part un cours d'eau portant le nom curieux de la rivière d'Argent. Quelques boutiques, au nom évocateur, attirent mon attention. Puis je commence à me frayer un chemin au milieu des rochers composant un impressionnant chaos. Moins réputée que la célèbre Brocéliande, la forêt du Helgoat, située plus à l'ouest, n'a rien à envier à sa grande sœur par son côté magique. La lumière ici est particulière, ainsi que la présence rassurante de ces énormes rochers en forme de champignons. L'air est parfumé en ce mois de juillet, tout ici éveille mes sens. Il n'est pas rare de croiser de temps en temps des musiciens en ce lieu magique, à la recherche de calme et d'inspiration. Ce qui, j'en suis sûr, sera loin de déplaire aux nombreux esprits élémentaires qui peuplent ce sanctuaire. Nous retrouvons Christophe, notre guide bien décidé d'un pas assuré à me faire découvrir quelques lieux remarquables chargés de secrets. Hervé, regarde ici là. Tu vois, cette butte, c'est un immeuble collectif des cornicanèdes. Les cornicanèdes, ce sont des petits lutins des bois qu'on trouve ici, avec des petites cornes sur le front, mais surtout un corps dans lequel ils soufflent lorsque tu te perds pour te montrer le bon chemin à suivre. Alors ils ne le font pas par bonté d'âme, hein, ils le font parce qu'ils n'ont pas envie que tu traînes trop longtemps dans leur forêt. Donc on pouvait les apercevoir, ils sont verdâtres. Pareil, avec des grandes oreilles pointues, ils ont l'habitude de chevaucher des renards, des blaireaux, enfin tous les animaux un peu gros de la forêt peuvent leur servir de monture. Et donc à chaque fois qu'il y a un humain qui se perd dans leur forêt, ils soufflent dans leur corps pour le remettre sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on les appelait les cornicanèdes. Qui veut dire littéralement Cornicanède, c'est le petit cornu en fait. Voilà. Il faut savoir que la mare aux fées, c'est le seul endroit du Finistère où les fées interviennent. C'est la seule légende où il y a des fées. Sinon les fées, comme je te l'ai déjà dit, ça n'existe pas dans le Finistère, c'est les Korriganes qui tiennent leur rôle. Sauf ici, alors on pense que ça a une influence, soit c'est une influence du pays gallo, qui a pu pénétrer jusqu'ici un petit peu, soit c'est une illustration du paysage par une légende qu'on a construite au 19e. En tout état de cause, c'est le seul endroit du Finistère où les fées interviennent. Alors, on disait que la reine des fées, tous les ans au solstice d'été, réunissait toutes les fées de la région ici. Et alors elle trônait sur ce rocher là, et toutes les fées étaient passées en revue, là, celui-là, le gros là. Et toutes les fées étaient passées en revue, et celles qui avaient mal agi avec les hommes étaient condamnées à rester 1 an au fond de l'eau comme punition. Je vais te présenter quelqu'un, Hervé. Voilà le seigneur des lieux. Cet arbre, c'est un bouleau, tu vois, il est énorme. Et pendant longtemps, en fait, on nous a expliqué qu'il a gardé ses forces pour prolonger ses racines sur toute la surface de la roche, là, en s'appuyant sur la mousse, jusqu'à ce qu'il trouve par terre et qu'il puisse s'enraciner complètement. Et après seulement, il a commencé à pousser. Puis tu vois, autour de toi, maintenant, tu as plein de bouleaux. Ah oui. Tout ça, c'est ces rejetons. Un jour nouveau se lève sur la Bretagne. Je quitte la mystérieuse forêt du Helgoat pour me diriger plus au sud-ouest, en direction du petit hameau de Saint-Herbotte, toujours en compagnie de mon hôte Christophe Méchin, fidèle découvreur de légendes bretonnes. Pour cette dernière journée en terre de Cornouailles,
Christophe tient à me présenter un de ses amis explorateurs de légende, Cyril, également passionné par l'archéologie et les mégalithes. Afin d'alimenter mes recherches, Cyril va me parler d'une bien curieuse légende mettant en scène l'histoire d'un célèbre géant. Oui, alors Saint-Arbote est connu pour son géant appelé Gévrel ou Gahor, hein, puisque Gahor ça veut dire aussi géant en breton. On dit que Gévrel était seigneur du château du Rusquet, qui est un peu plus haut. Gévrel était un géant qui avait 2 frères avec lesquels il travaillait pour des travaux de carrière. Et ils avaient l'habitude de travailler ensemble, chacun de leur côté. Sachant que le côté de Gévrel était du côté des monts d'Arrée, là où nous sommes, et les côtés des 2 frères de Gévrel étaient dans les montagnes noires, donc situées à peu près à une vingtaine, 25 km d'ici, à vol d'oiseau bien sûr, mais qui représente une certaine distance. Alors quand l'un qui travaillait sur son château, donc on parlait du Rusquet, avait terminé, il passait son outil ou ses outils à ses frères qui étaient situés sur les montagnes en face. Soit à Toualéron, soit un autre qui se situait dans un coin qui est appelé le Laz, pas très loin des montagnes noires, donc qui sont situés pareil à des vingtaines de kilomètres les uns des autres. Ce géant a aussi rencontré un nouvel arrivant dans les environs, le fameux Saint-Arbote, avec lequel il a travaillé, notamment pour construire l'église, puisqu'on dit qu'une des dalles de soubassement de l'église a été fournie par notre géant. Toutefois, les choses ne sont pas forcément passées aussi bien. Notre géant, effectivement, allait par monts et par vaux, surtout par monts, et une fois, donc, en traversant les différentes forêts qu'on peut trouver, il passait la main en trouvant que, mon Dieu, que la fougère est haute cette année. Et si bien qu'en force d'enjamber, une fois, il a enjambé la chapelle de Saint-Arbote et il s'est pris l'entrejambe dans la flèche qui a basculé, mais lui en a eu une blessure mortelle. C'est la flèche qui était normalement... C'est effectivement la flèche de la chapelle qui manque, donc qui fait qu'on a une tour carrée plutôt que d'avoir une tour pointue. Voilà. Ce géant Saint-Arbote, même si ça n'a pas toujours été facile de vivre avec ce seigneur un peu encombrant, a quand même décidé de l'enterrer. A enterré ce géant dans une allée couverte qu'on ira voir un peu plus tard, qui est située au-dessus de la chapelle et au-dessus du lieu-dit de Saint-Arbote. Voilà. Encore plus au-dessus de cette tombe se situe un des rocs phares de l'encastrement dans lequel on est, montagneux. Hein. Donc, je rappelle, d'un côté on a les monts d'Arrée, de l'autre côté les montagnes noires. Bien un petit peu au milieu, un peu excentré, enfin plutôt recentré, on a le roc Begéor, qui est le roc du tombeau du géant. En Bretagne, on trouve des lieux fantastiques. Des lieux naturels bien sûr, mais également des lieux créés de toutes pièces par la main de l'homme, notamment celle des artistes. C'est au centre de la Bretagne, tout près du petit village de Carnouët, que je découvre un lieu des plus surprenants. Après quelques heures de marche, au détour d'un chemin, de monumentales statues se révèlent à moi au travers des feuillages. Je découvre alors un lieu fascinant. Ici, nous ne sommes pas devant les mogwais de l'île de Pâques, ni face aux mégalithes de Stonehenge, mais dans la vallée des Saints, véritable sanctuaire dédié aux saints de Bretagne. Pour en savoir plus, je retrouve Amandine, mon guide, qui va me parler de ce projet, démarré il y a 10 ans et toujours en cours à ce jour.
Un projet titanesque, voire pharaonique. Voilà, donc ici on est à Carnoët, dans les Côtes d'Armor, vraiment dans le centre Bretagne. L'idée vient de Philippe Abjean, qui en 2008 a créé l'association La Vallée des Saints avec Sébastien Minguy. Et l'idée c'était d'installer sur un site des statues monumentales à l'effigie des saints bretons. Donc toutes les statues sont faites en granit breton. Et là l'idée en fait c'est de valoriser le patrimoine breton, son histoire, sa culture, à travers l'histoire de ces saints, de ces personnages qui sont arrivés en Bretagne à partir du 5e siècle, qui ont quitté la Grande-Bretagne, l'Irlande, et qui ont évangélisé la Bretagne et qui ont laissé beaucoup de traces dans notre région. Donc c'était tout ça qu'on avait envie de faire connaître, de mettre en valeur. Donc à travers ces statues, on rappelle aussi toutes les légendes aussi qui se sont créées autour d'eux, toutes les traditions qui perdurent aussi aujourd'hui, les pardons, le Trobraise aussi que Philippe Abjean a relancé dans les années 90. Ce sont des saints qui ont évangélisé la Bretagne, mais c'est vrai qu'à côté de ça, y a beaucoup de légendes et ces statues aussi, à travers leurs différents attributs, illustrent, rappellent toutes ces légendes qui forment aussi la culture bretonne. Donc c'est ce qu'on raconte aussi ici. Et toutes ces statues, vous parliez d'île de Pâques, parce que aussi ce sont des statues géantes, elles font entre 3,50 m jusqu'à 6,70 m. Là, la plus grande, Saint-Dénoile, qui a été faite en grès d'Erquy, a été installée le mois dernier. Il y en a qui viennent pour l'aspect légendaire, on l'a dit. Le fait aussi que ce soit des statues monumentales, donc il y a l'aspect artistique aussi bien sûr, l'aspect granit breton. Beaucoup de gens aussi viennent pour le côté spirituel. Il y a le côté historique aussi, le côté géologique. Il y a plein d'aspects comme ça, c'est ça qui est intéressant ici. C'est qu'il y a plein d'aspects, plein de paramètres de l'histoire bretonne qui sont mis en valeur. Et finalement, chacun vient pour le côté qu'il a envie, suivant sa propre sensibilité. Donc les chantiers de sculpture se font sur place, à côté du site, de façon effectivement à ce que les visiteurs puissent voir les sculpteurs au travail. C'est vrai que c'est aussi impressionnant de les voir s'attaquer à ces énormes blocs de granit. Ça peut faire jusqu'à 20-25 tonnes au départ. Donc c'est vrai que c'est un joli complément à la visite aussi de pouvoir assister à ça. Comme on rajoute de nouvelles statues tous les ans, voilà, chaque année, oui, il y a un petit préféré qui va pouvoir se distinguer. Là, actuellement, il y a 122 statues sur le site. Et donc, les premières ont été faites en 2009. Il y en avait 6. Donc, voilà, en 10 ans, on est passé de 6 à 122 statues. Et c'est pas terminé, puisqu'effectivement, là, les sculpteurs sont au travail. Et donc, à la fin de l'année 2019, on en sera à 133 statues sur le site. Alors l'année dernière, on a eu plus de 400 000 visiteurs. Donc voilà, d'année en année, de plus en plus de monde viennent. Puis il y a beaucoup de gens qui reviennent très régulièrement, puisque comme de nouvelles statues se rajoutent chaque année,
on a beaucoup de fidèles, hein, des gens qui aiment venir voir les nouvelles statues. Toujours en recherche de légendes bretonnes, me voici arrivé aux portes des Landes de Locarn, situées au cœur de la Bretagne. Ce territoire naturel, préservé et parsemé de menhirs isolés, semble être l'endroit idéal pour y découvrir quelques légendes locales bien sympathiques. Un paysage qui inspire depuis la nuit des temps un bon nombre de conteurs et raconteurs d'histoires. C'est le cas d'Alice, conteuse de la région, qui m'offre le privilège de me faire visiter ce lieu unique qu'elle connaît si bien. Alors là, on se trouve sur un plateau granitique, ça s'appelle les Landes de Locarn. On est en été, donc c'est bien parce que la bruyère est en fleurs, donc c'est quand même très joli. Et on est en hauteur par rapport à la moitié du paysage restant. Et d'ici, on aperçoit même les monts d'Arrée, loin là-bas, quand c'est bien dégagé. Voilà. Et passer la barre, si on continue un peu plus loin là-bas, on va se trouver dans un paysage plus fermé, avec des petits chemins creux, avec des vieux arbres, avec voilà, moins travaillé, on va dire. Là, c'est la partie civilisée. Au-dessus, ça va être la partie sauvage. Et ici, on est dans une réserve naturelle. En fait, en plus, ici, on est un peu à la croisée entre 3 départements, puisqu'on est en centre-Bretagne, le Crest-Braise. Ah oui. Donc, voilà, on n'est pas loin du Finistère, on est en Côte d'Armor, mais on n'est pas si loin que ça du Morbihan non plus. C'est ce qu'on appelle le pays centre-ouest Bretagne. C'est un petit pays. Et c'est ici que tu vas trouver les paysages naturels les plus préservés. Si on veut du vieil arbre et si on veut de la vieille roche et de la grosse roche qui pousse dans les champs, là, de la grosse pierre, c'est vraiment ici qu'on va trouver ça. Et puis après, plus ça va, plus tu vas aller vers des paysages un peu plus travaillés, quoi. Ce que j'aime bien dans les contes traditionnels, c'est leur solidité. Et puis, on peut les inclure dans le paysage qu'on veut. Il y en a certains, en tout cas, qu'on peut bouger comme ça. Et la puissance du paysage va rajouter sa couleur derrière. Donc les histoires, là on est dans un pays, si on veut se mettre à parler de Corrigan, il y en a sûrement un caché sous chaque caillou. De toute façon, la Bretagne, voilà, tu trouves du légendaire à chaque coin de porte. Si c'est pas du Corrigan, ça va être l'Ankou. Si c'est pas l'Ankou, ça va être voilà, pas les ancêtres, mais bon, des histoires de plus ou moins fantômes. On est dans des choses où l'imaginaire vient croiser très souvent la route du réel. Voilà, en tout cas dans la tradition orale, tout ça est très mélangé. Dans les Landes, tu vas avoir beaucoup d'histoires de revenants des Landes ou tu vas avoir des histoires de lavandières, tu vas avoir des histoires de lutins des Landes particuliers, tu vas avoir les histoires avec le trésor caché sous le menhir, mais ça, on peut le trouver aussi dans pas mal d'endroits. En général, les Landes, c'est l'endroit où il ne faut pas se trouver quand c'est la nuit et qu'il y a la pleine lune. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun endroit pour se cacher déjà, donc on devient entre guillemets la cible ou la proie pour telle ou telle créature imaginaire, magique, voilà ce qu'on veut. Il y a ce côté un peu fascinant aussi il n'y a pas d'arbres ou très peu, ici oui, ça commence à repousser mais on est à découvert complètement. Tu vas avoir des histoires avec les engoulevents qui poussent des cris très spéciaux à la tombée de la nuit et c'était un signe de mort quand on les entendait. Des histoires un peu de sorcellerie avec, ça va être les chouettes, mais ça ressemble finalement voilà, aux contes ardennais. C'est ce que je me disais. Voilà, oui. Les histoires un peu, on va donner dans le fantastique, vraiment. Mais tout ça est très croisé avec la religion aussi. Ah oui, oui. Donc on aura beaucoup d'histoires qui vont être en fonction de tel saint très local, qui n'existe peut-être même, qui n'a peut-être jamais existé,
mais néanmoins dont on va tenir un culte. Voilà, il va y avoir la fontaine Saint ceci ou Saint cela, et puis il faut s'y rendre à telle période. Voilà. La chrétienté a mis un peu de temps à s'installer, puisqu'il y avait d'anciens cultes qui étaient quand même puissamment enracinés. Tout ça est arrivé à peu près pendant le Haut Moyen-Âge. Et puis, on ne se défait pas d'un culte racinaire comme ça. Donc, ça s'est croisé, ça s'est entremêlé. Dans certaines très vieilles églises bretonnes ou sur certains calvaires, tu vas retrouver des figures qui ne vont pas te sembler très chrétiennes. Ça va avoir un air un peu trop ancien pour être chrétien, si j'ose dire, quoi. Imaginons-nous en hiver, du vent, de la neige, etc. Et puis assez longtemps pour qu'il y ait encore des loups dans le pays. Et sur le chemin, il y a un musicien qui marche, et dans ce temps-là, les musiciens, ils allaient de village en village, ils faisaient de la musique dans les événements, on les payait avec ce qu'on pouvait, avec de la nourriture souvent. Et donc là, le musicien, il est content parce que dans son sac, il a du pain, il a un gros morceau de lard, il a un gâteau au beurre pour ses enfants, donc ça, c'est pas souvent. Et puis il marche, il n'est pas très loin de chez lui, mais il entend hurler un loup. Il se retourne et effectivement il y a un loup derrière lui, un grand loup, et qui apparemment est affamé. Donc il se dit qu'il a peut-être pas très envie de finir au fond de l'estomac d'un loup et qu'il vaut peut-être mieux sacrifier le pain. Donc il lui lance le pain, le loup gloutonne le pain, mais il revient toujours. Puis dans les yeux du loup on voit bien il a faim. Bon, il lui balance le morceau de lard. Le loup gloutonne le morceau de lard. Et encore dans ses yeux, on voit qu'il a faim, il en veut encore. Et donc le musicien finit par lui donner le gâteau qu'il destinait à ses enfants, en se disant que les enfants ont peut-être plus besoin de leur papa que du gâteau. Le loup mange le gâteau et il suit encore le musicien, et toujours dans ses yeux, on voit qu'il a faim. Le musicien n'a plus rien à part son violon. Donc il laisse son sac par terre, parce que de toute façon, il sait qu'il va bientôt se faire dévorer. Il prend son violon, voilà, puis il commence à jouer. Et il joue sans plus penser à rien, il joue juste pour le plaisir, il joue pour l'adieu qu'il va faire à sa vie, à la nature, à tout, à la musique. Et au début, il joue des airs très doux, très lents, et puis il s'aperçoit que le loup le suit encore, mais qu'il n'a pas du tout la même attitude. Même il commence un peu pas à danser, mais il ferme un peu les yeux, il balance la tête. Donc il se met à jouer des airs plus gais. Puis de plus en plus fort, et puis de plus en plus gai, il finit par des rilles irlandais, et là le loup le suit en sautant, en jappant dans tous les sens. Et le musicien oublie complètement où il est, et il oublie même de regarder derrière lui, et derrière lui il y a une rivière. Et il saute pas la rivière, il tombe dedans, il se cogne la tête, et il s'enfonce dans les flots de la rivière. Voilà, noir complet. Et il sait pas après combien de temps il se réveille, mais il finit par se réveiller, tout étonné de ne pas être noyé, tout étonné d'avoir rien de cassé, il est trempé complètement. À côté de lui il y a son violon, et pas très loin, il y a le loup qui est en train de se secouer, un peu comme font les chiens quand ils sortent du bain. Et puis le loup le regarde. Et dans les yeux du loup, cette fois-ci, il n'y a plus « j'ai faim », il y a simplement « merci ». Et il s'en va. Cinquième jour d'escapade à travers la Bretagne, toujours à la recherche de légendes et de récits fantastiques. Avant de regagner la route qui me mènera un peu plus à l'est vers le Mont Dol, je décide de me laisser aller à quelques balades en forêt. Le temps de faire quelques croquis, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux, malheureusement devenu bien trop rare. Puis je reprends mon chemin en direction du rivage le plus proche.
J'arrive juste en face de l'île de Bréa, dont le chapelet d'îles se révèle à moi sous un magnifique ciel d'azur. Non loin de là, un site au nom évocateur interpelle ma curiosité, la croix de la Pointe, ou la croix lointaine, appelée aussi croix-spelle en breton. Elle aurait été édifiée au début des années 1700. Elle fut érigée en hommage aux femmes de marins, venant ici scruter l'horizon, dans l'attente de voir revenir leurs maris ou enfants de retour des mers d'Islande. Elle fut rebaptisée la Croix des Veuves par l'officier de marine et écrivain Pierre Loti dans son roman Pêcheurs d'Islande, paru au XIXe siècle. Sur conseil d'Alice, la conteuse rencontrée hier, je décide de visiter la petite église de Locquenvel, située à l'ouest de Guingamp. Locquenvel tient son nom de Saint-Anvel, appelé aussi Gwenvel ou Winmael, deux moines jumeaux venus de Grande-Bretagne ou peut-être du Pays de Galles au VIe siècle dans la région. Ils étaient accompagnés de leur sœur, Sainte Yuna, et auraient tous deux accompli en ces lieux de nombreux miracles. Saint-Anvel et sa sœur avaient fait vœu de ne se parler qu'en restant chacun sur une des deux rives du Guy, de la petite rivière située non loin de Plounevez-Mouedec. Mais par un soir d'orage, Saint-Anvel, n'entendant pas le son de la voix de sa sœur, à cause du bruit de la rivière qui avait grossi, ordonna au torrent de faire silence. Depuis ce jour, le rue devint silencieux. Saint-Anvel avait la faculté de maîtriser les bêtes sauvages. Les paysans l'invoquaient jadis pour se protéger des loups. Un jour, on l'aurait vu ordonner à un loup de remplacer le cerf qu'il venait d'attaquer et qu'il utilisait pour défricher la forêt. Ils sont les garants et protecteurs du bétail et des récoltes. Avant de poursuivre ma route, je décide de faire un dernier petit tour pour admirer la qualité des bois polychromes sculptés des clés de voûte, ainsi que des fabuleuses gargouilles aux allures d'animaux fantastiques, véritables gardiens de ce joyau d'art gothique flamboyant du XVIe siècle.
Je repars à présent plus au sud en direction du lac de Guerlédan, avec son atmosphère quelque peu canadienne et ses berges aux allures de mangrove. Direction à présent le Mont Dol pour retrouver deux connaissances ardennaises, Maddy et Daniel, résidant dans la région. Mes deux amis m'apportent une aide précieuse en me faisant découvrir des lieux incontournables. À commencer par le sommet du Mont Dol, un endroit à l'atmosphère particulière, chargé d'agréables surprises. Une légende raconte qu'un jour, le diable avait construit un immense château au sommet d'un mont, l'actuel mont Saint-Michel, pas très loin du Mont Dol. Saint-Michel, jaloux à la vue de la demeure du diable, décide alors de construire au sommet du mont un splendide château de verre. Attiré par ce joyau, le diable se montra curieux et proposa à Saint-Michel de faire un échange. L'archange alla s'installer sur l'actuel mont Saint-Michel, celui que nous connaissons tous, alors que le diable, lui, s'installa sur le mont Dol. Mais dès les premiers rayons du soleil, le château, qui n'était pas de verre mais de glace, commença à fondre inexorablement. Saint-Michel s'était une nouvelle fois joué du diable. Une bataille épique entre le diable et Saint-Michel s'engagea alors. Dans le combat, le diable marqua de ses griffes une des pierres présentes au sommet du tertre. Cette marque, on peut encore la voir de nos jours. Saint-Michel remporta la victoire et d'un coup de son épée fendit le sol, au pied de la colline, y jeta le diable et referma la crevasse. De nos jours, il ne reste du château de glace que ce petit minuscule étang peuplé de quelques grenouilles et de libellules. On dit aussi que le Mont Dol abriterait le tombeau du célèbre enchanteur Merlin. Il serait situé quelque part sur le flanc nord de la colline. Nous avons longtemps cherché cette grotte sans grand succès, mais le mystère demeure. Le Mont Dol est décidément un endroit particulier qui réserve encore bien des mystères. Le légendaire local tourne beaucoup autour de ces personnages plus ou moins maléfiques, qui grâce à l'action divine finissent par disparaître au fond d'une grotte ou d'une crevasse. Tout ce petit monde, quelque peu dérangeant vis-à-vis de l'église, finit sous terre, que ce soit le diable ou Merlin, ou peut-être les deux, car après tout, Merlin n'est-il pas le fils du diable ? Avant de reprendre ma route, mes deux amis m'invitent à découvrir l'un des plus hauts et imposants menhirs de Bretagne, le Champ de l'An. Beaucoup de légendes tournent autour de cette pierre levée. Selon une tradition, la pierre aurait surgi du sol par intervention divine pour séparer deux frères qui se livraient querelle. Selon une autre croyance populaire, le menhir s'enfonce progressivement dans la terre au rythme d'1 pouce tous les 100 ans. Aussi, lorsque la pierre disparaîtra, alors ce sera l'heure du jugement dernier. Une autre croyance nous apprend que la lune mange un morceau du menhir chaque nuit. Mais une autre histoire raconte que Satan, toujours lui, fou de rage après avoir vu saint Samson occupé à bâtir une cathédrale dans les environs, se saisit du rocher, le lança en direction de l'évangélisateur. La pierre manqua sa cible, mais emporta au passage la tour nord de la cathédrale et se planta à l'endroit actuel, non loin du petit hameau de Carfentin. Ce lieu porte le nom de Petit Dol, Champ de l'An.
Donc là, on est juste devant le Naya Museum. Le Naya Museum, c'est un musée d'art qui est dédié aux arts de l'imaginaire. Fantastique, visionnaire. Voilà, on fait une petite exploration des mondes fantastiques. Alors moi je suis sculpteur, donc j'ai toujours fait de la sculpture depuis la tendre enfance. Et je suis passé sur différents médiums, j'avais même fait de la peinture, j'ai eu une période de modelage aussi. Et là ça fait depuis 2003 que je suis sur une série en acier. Donc qui associe de l'acier et une matière plus fragile, donc soit du textile ou du verre. Et avec le mouvement et la lumière. Alors ça a été une suite d'influences. Donc c'est vrai que l'art fantastique et l'imaginaire étaient propices à des expériences picturales justement qui n'avaient pas de frontières, et c'est ça qui m'a toujours intéressé dans le fantastique, quoi. J'ai toujours fait des sculptures monumentales donc qui étaient plus destinées à des interventions extérieures sur festivals ou autres. Donc j'avais un stock quand même assez phénoménal à l'atelier. Et quand cette opportunité de musée s'est présentée, pour moi c'était l'idéal pour montrer justement toutes mes grandes sculptures. Entre des sculpteurs, des peintres, il y a vraiment énormément de personnes qui m'ont accompagné depuis même mon enfance, comme des artistes comme Giger qui sont présentés ici, Robert Venosa. En fait, on est dans un des seuls musées en Europe à présenter ce type d'art, donc en lieu pérenne, ce qui donne quand même une renommée internationale maintenant sur le musée et commence à intéresser des revues internationales, des collectionneurs aussi qui viennent d'un petit peu partout maintenant, quoi. Naya, c'était une sorcière qui a été interviewée par un journaliste, Charles Géniaux, qui a écrit pour un magazine anglais, le Wide World, et il l'avait interviewée, photographiée et raconté un petit peu son histoire. On explore vraiment les mondes de l'intuition, les mondes de l'invisible, les mondes de l'ésotérisme, les mondes de l'instinctif. Et c'est pour ça que le Naya Museum porte ce nom, en hommage à une sorcière. Ici, par exemple, des gens sont passés, des visiteurs du musée, et m'ont appris que les rebouteux, justement les guérisseurs, les magnétiseurs, on les appelait les nailles. Donc on explore tous les médiums sur différents courants qui va du fantastique, visionnaire, science-fiction, justement afin de voyager dans ces mondes étranges. On a vraiment l'attrait des visiteurs, on se rend compte que voilà, c'était, on va dire, dans le panel culturel et dans la proposition qui est faite, quelque chose qui était attendu par les visiteurs, de retrouver voilà, des œuvres qui sont très connectées avec l'émotionnel. Je continue mon voyage en Bretagne et j'arrive à Carnac, une petite ville fascinante, connue pour ses mystérieux menhirs et son énergie singulière. C'est ici que je retrouve deux amis artistes profondément inspirés par l'art visionnaire,
Martina Hoffmann et Pascal Ferry. Leurs œuvres, empreintes de symbolisme et de mystère, semblent dialoguer avec l'histoire millénaire de ce lieu chargé d'énergie. Je vous invite à partir à la découverte de ces artistes et de leur univers fascinant. Comme tu le vois, on est en pleine forêt à Carnac, dans le lieu qui s'appelle le Grand Magno. Donc tu as un quadrilatère derrière toi et là tu as le plus grand menhir de Carnac. Et puis c'est le lieu un des premiers lieux sacrés que Pascal m'a présenté quand je suis arrivée en Bretagne. Je suis allemande de naissance et j'ai passé beaucoup de temps de ma vie aux États-Unis. C'est toujours ma première maison. Mais maintenant, la Bretagne est devenue une deuxième maison. Voilà. Alors moi, je suis de Bourgogne. J'ai habité longtemps à Sens. D'origine, je suis né à Antony, mais je suis resté tellement peu de temps que je ne suis pas parisien, moi. Et je suis ici depuis à peu près 16 ans maintenant. D'accord, ah oui quand même. Pour voilà. Moi, c'est que 4. Oui. On a fait une expo l'année dernière aux États-Unis dans une galerie à Boulder où Martina a sa maison. Et là, c'était mélangé nos œuvres et tout le monde a été un peu surpris justement de la cohérence en fin de compte entre le mélange des personnages plus chamaniques à Martina et mes paysages, mes landscapes plus minéral comme tu dis et bretonisant un peu, bien que je peins pas la Bretagne. Je peins plutôt un imaginaire archéologique ancien, un souvenir de nos traces. Quoi. Et pour moi, c'est les paysages intérieurs, mais aussi des mémoires d'autres temps, d'autres espaces, d'autres mondes peut-être. Merci Yann Konen. Et puis, mais en gros, ce qui relie notre peinture, c'est le fait qu'on essaye de montrer l'énergie qui existe dans ces lieux. Moi, c'est une inspiration qui date depuis le début. Dans les fins des années 80, j'ai commencé à peindre, en 86, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite eu une attirance vers le monde minéral, d'où ma venue ici, de toute manière, elle n'est pas innocente. J'avais vraiment un lien avec les anciennes civilisations, d'où Carnac. Évidemment, il s'est vraiment passé quelque chose ici. C'est un lieu très puissant, qui est mondialement reconnu. Pas tant reconnu que ça par les Bretons ou les Français qui ne le connaissent pas si bien que ça. Ils pensent que c'est des petites caillasses qui sont alignées et qu'il s'est passé quoi, ils n'en savent pas grand-chose. On ne sait pas vraiment la vérité sur ces choses-là. Mais et ce lien à Carnac-Égypte, on en avait parlé tous les deux, tous les trois avant. Je peins aussi actuellement des choses sur Carnac, l'Égypte, avec des passages sur le Pays Basque, sur Caqueta, sur la Bretagne. Et oui, moi j'ai toujours eu une inspiration à ça, donc ma venue ici n'était pas innocente. Moi j'ai été transportée ici par synchronicité peut-être, enfin voilà. Et donc c'est à cause de Pascal qui habitait ici avant. Et puis oui, c'était de ta faute. Alors j'ai découvert un monde, une partie du monde que je ne connaissais pas du tout avant. Et c'était intéressant. En 2013, j'étais à Karnak en Égypte et puis je trouvais que c'était déjà un peu... j'étais déjà sur la route Karnak-Bretagne parce qu'il y a quand même un lien entre les deux, parce que c'est deux grands espaces spirituels. Oui. Dans l'Antiquité, c'était les grands espaces de culture et enseignement spirituel et enseignement, bref, de ces mondes. Voilà. Hermétique, je pense aussi. Oui, et donc, et puis voilà, et puis c'est donc un lieu très puissant et je me ressource moins des images, des mégalithes, mais plus de cette énergie puissante de la Terre qui existe ici.
pour moi, je fais une distinction entre l'art visionnaire et l'art fantastique et surréalisme et ces choses-là, par la particularité de l'art visionnaire qui est non pas mental, non pas intellectuel, c'est plus dans l'intuitif. Déjà, il y a quelques petites règles pour moi, par exemple l'intemporalité aussi de ton sujet, donc pas d'anecdote. Si tu mets effectivement, je vais citer un grand peintre que j'adore, Roland IV par exemple, qui a fait les grandes toiles visionnaires, mais qui a été complètement surréaliste aussi. Il pouvait te faire un espace absolument lumineux, visionnaire, et te mettre par exemple, je sais pas, un rhinocéros sur la banquise. Donc là tu bascules dans l'anecdote, ça t'empêche ta vision, et on est dans le surréalisme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est autre chose. C'est fantastique, c'est quelque chose, un anachronisme. Il y a aussi cette notion de spiritualité. Voilà. Ça pour moi c'est très important, cette connexion, cette forme de transcendance, t'aimes bien ce mot je crois. Oui, ouais, voilà, et puis pour moi la peinture visionnaire elle est vraiment connectée avec nos débuts humains et peut-être quand dans les temps des cavernes, les hommes qui faisaient le travail, les artistes, c'était certainement aussi des chamans. Peut-être que c'était les mêmes qui faisaient les rituels, qui manifestaient leurs aspirations, leurs rêves. Je pense que ce qui nous réunit dans notre peinture, ce qui nous relie, c'est la recherche, enfin la recherche à la mémoire de retrouver les cultures, les anciennes cultures, les cultures disparues, et de les montrer comment ils étaient. Ce qui nous relie véritablement, je pense que c'est quand même ce côté sacré. Voilà, ça c'est sacré sûr. Et transcendance dans le travail, amener de la lumière, essayer de transmettre quelque chose de lumineux. On en a bien besoin, je crois, actuellement. Donc essayer d'amener un petit peu d'espoir, sans être dans le côté New Age, c'est pas notre truc. Mais vraiment avoir, avec de la puissance, quoi. Voilà, ça c'est apparemment la portion féminine. Et puis c'est comme un yoni féminin, voilà. Et puis apparemment la lumière, à un certain temps de l'année, passe par la pointe du Grand Magno et traverse ici. Et voilà, c'est ça qui fait la connexion entre le masculin et le féminin. Pour moi, c'était aussi encore les peintres comme aux États-Unis, comme Matty Klawine, qui était quand même le peintre psychédélique des années 60 et 70, et qui était aussi un des professeurs de Robert Venosa. Et pour les femmes, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont toujours un peu mises à côté. Alors il y a quand même la grande peintre Leonora Carrington, qui était une des surréalistes, qui est partie au Mexique. Et puis Remedios Varo, qui c'était des peintres extraordinaires, du métaphysique, des mondes magiques. Je pense que j'ai toujours eu une relation particulière à la nature. Alors j'ai su très très jeune comment me ressourcer auprès des arbres, en me mettant par terre, toucher le sol, ressentir tout cela. C'est quand même d'une subtilité incroyable. On en parlait encore hier soir. C'est un émerveillement quand même de se dire qui est-ce qui est venu justement dans les cavernes? Qu'est-ce que c'est que cette volonté de vouloir représenter en dessin la réalité ou nos rêves chamaniques ou nos pensées ou nos espoirs? Qu'est-ce qu'a fait l'homme qui s'est mis à créer comme ça? Je ne sais pas quelle était cette volonté de... Parce qu'à la rigueur, oui, le premier qui a dit tiens, je dessine quelque chose. Je pense que c'était un visionnaire parce qu'il a dû voir dans la forme de cette cave des formes, voir les animaux, il s'est dit ah mais je vois ça. Donc tout de suite il a dû travailler comme on fait, partir d'une abstraction, de la texture, et y voir une vision.
Possiblement la Bretagne. Il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans un grand changement de notre planète. Et ça se trouve que la Bretagne, elle est quand même assez équilibrée point de vue climat. Après, il y a la force tellurique de la Terre. Il y a les océans. On est vraiment carrément entre terre et mer, ce qui fait une puissance énorme. Encore, on est dans le masculin et le féminin. Et puis c'est un lieu peut-être qui nous attire parce que ce sera un lieu du futur. Comme souvent je en ai parlé, je pense pas je me sens pas peintre, je me sens juste le médium de quelque chose qui est beaucoup plus beau que moi. J'essaye juste de transmettre ce que je reçois. Voilà. On est des vaisseaux qui laissent passer des énergies qui veulent se manifester ici. Alors moi c'est Nicolas Mezzalira, effectivement on se connaît tous les deux depuis longtemps. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en Argoat, en centre-Bretagne, dans la forêt des légendes à Brocéliande, où j'étais directeur du château de Compère. Et puis là je suis revenu maintenant en Armor, en bord de mer, et je continue d'officier comme conteur, et puis j'anime des ateliers pour apprendre, aider les gens à mieux s'exprimer à l'oral et puis également à raconter des histoires et en inventer. Donc ici, comme je te le dis, on est au Pouliguen. Ici, le Pouliguen, on est en Bretagne sud, Bretagne méridionale, juste entre l'estuaire de la Vilaine et l'estuaire de la Loire, qui est tout près. Et on est sur la côte sauvage, la grande côte rocheuse de la presqu'île guérandaise qui regroupe les 3 communes du Pouliguen, de Bas-sur-Mer et du Croisic, qui est là-bas au bout du monde. Ouais. Et on est dans un endroit un peu particulier, tu l'as deviné, parce que c'est une grotte naturelle, hein, qui est au milieu de la côte sauvage et qu'on appelle la grotte des Corrigans. Les fameux Corrigans, ces petits lutins bretons qu'on ne voit que du coin de l'œil. Et il y a depuis très longtemps, depuis au moins 150 ans, peut-être beaucoup plus, une légende qui est associée à ce lieu-là, une légende qui a été collectée il y a 150 ans, qui a été retrouvée dans un livre, mais qu'on raconte certainement depuis des siècles et des siècles, une légende qui associe cette grotte avec un trésor. Okay. On dit que quelque part au fond de cette grotte, il y aurait une serrure qui s'ouvre sur le trésor caché du royaume des Corrigans. L'histoire raconte qu'il y a très longtemps, il y avait une vieille bonne femme dans le village là, qui est à côté, un des villages du Pouliguen, qui s'appelle Pinchâteau. Une vieille bonne femme dont tout le monde avait peur, tu sais, comme ça arrivait dans les villages. Une vieille bonne femme laide, sale, pauvre, qui allait de maison en maison pour demander son pain. Et puis un soir de tempête, une tempête comme il en fait ici souvent, une tempête à décorner les bœufs, elle cherchait abri, quoi, elle cherchait refuge, tu vois. Personne, tout le monde lui fermait sa porte, bien évidemment, les braves gens lui fermaient leur porte. Et puis il y avait un petit bonhomme du village, un cordonnier, dit la légende, qui n'était pas beaucoup plus riche qu'elle, hein, mais il avait quand même un toit, il avait une famille, il avait difficilement de quoi manger, mais il y arrivait. Et il a décidé de lui ouvrir sa porte, de lui offrir le gîte et le couvert. Elle a mangé, elle a ri avec eux, avec sa famille, elle a trouvé la chaleur, la douceur d'un foyer. Elle a dormi chez eux. Et au petit matin, elle est allée voir le cordonnier, elle l'a réveillé, elle lui a dit de le suivre dans la cuisine et elle s'était transformée. Elle lui a dit, en fait, tu me vois comme une vieille bonne femme pauvre et sale toute l'année, mais je suis la reine
des Korrigans. Je suis la souveraine de ce petit peuple caché de l'autre côté. Pour te remercier, je vais t'offrir un cadeau assez exceptionnel. Je vais te donner cette petite clé qui ouvre le royaume, qui ouvre la serrure, la clé de roche. Et puis je vais t'offrir également une bougie magique qui fait que tant qu'elle sera allumée, tu seras invisible. Et tu pourras aller piocher du trésor des Korrigans quand la serrure apparaîtra et quand tu pourras ouvrir mon royaume. Mais par contre, attention, quand la bougie sera finie, tu réapparaîtras et il faudra que tu sois rentré chez toi. Sinon, il pourra t'arriver les pires problèmes. Il y croyait qu'à moitié, il la prenait un peu pour une folle quand même. Bon. Et puis elle lui avait dit juste avant de partir que cette serrure, elle n'apparaît qu'une fois par an quand la lune est très basse et très grande sur l'horizon, là, à la mer, et que le premier rayon de lune touche le fond de la grotte pour faire apparaître quelque part par là, peut-être, une petite serrure. C'est là que je la vois aussi. Il n'y croyait pas, il avait entendu parler de cette légende. On racontait effectivement depuis très longtemps que cette grotte abritait quelque part un trésor. Il a oublié, il a posé la clé dans un petit ramequin dans le salon et puis il est passé à autre chose. Et puis plusieurs mois après, effectivement, il y a la fameuse lune qui est arrivée, cette lune qui est basse sur l'horizon. Il s'est rappelé de la clé. Il n'arrivait pas à dormir ce soir-là. Il n'a rien dit à sa femme, il n'a rien dit à ses enfants. Il a pris la bougie, il a pris la clé, il a pris un gros sac et il a marché jusqu'ici, il a descendu les escaliers, il est passé par la petite entrée, là, le petit trou, et il est arrivé dans la grotte. La marée était basse, ça tombait bien, parce que cette grotte est complètement inaccessible à marée haute. Il a attendu, assis comme nous là, sur un rocher. Peut-être bien sur le même rocher d'ailleurs. Ouais, ça se pense. Il a attendu, et puis la lune est arrivée, le rayon de lune a touché le fond de la grotte, et effectivement, il a vu se dessiner, il fallait le voir, hein, un tout petit trou de serrure. Il a pris sa clé dans sa poche, il a rentré la clé de roche dans la serrure, et là, effectivement, comme une porte s'est ouverte, et il a vu apparaître devant ses pieds un grand escalier sombre, humide, qui descendait dans les entrailles de la terre. Il entendait au fond comme une grande fête qui se donnait là, comme un bal, on chantait, on dansait, il y avait de la musique. Il a allumé la bougie, son image a disparu, il est descendu une à une les marches, et il est arrivé presque dans la même grotte, mais en bas et à l'envers. Ouais. Comme un reflet de ce qu'il y avait ici, mais en bas. Ouais, exactement. Il est arrivé de l'autre côté, elle était tapissée de pierreries, de trésors, de tout ce que les Korrigans avaient amassé depuis des milliers d'années, le trésor des hommes, hein, souvent, qui s'étaient perdus en mer, qui avaient naufragé, des batailles, la bataille des cardinaux qui a eu lieu pas très loin d'ici, toutes les pièces d'or. Il a vu ça. Les Korrigans faisaient la fête, comme souvent. Ils dansaient dans leurs fameuses rondes, ils chantaient, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu, personne ne l'a même senti. Il a commencé à amasser ses trésors dans son sac, il est remonté, il a déposé ses trésors ici, il est redescendu, il a monté plusieurs fois comme ça. La bougie descendait, il a remonté, il est redescendu, il a remonté, il est redescendu, et puis il restait presque ça de bougie, il s'est dit, oh allez, quand même, un dernier voyage. Il est redescendu et quand il a posé le pied sur la dernière marche, là, les Korrigans l'ont vu, ils ont dit « Regardez, un homme est en train de voler notre trésor !» Ils l'ont attrapé et ils ont commencé à le torturer. La pire torture que commencent à faire les Korrigans avant de te tuer, vraiment, de te dépecer complètement, c'est de t'arracher tous les poils. Aïe. Ils lui ont arraché tous les poils du corps, t'imagines ? Tu vois la souffrance. Il lui avait arraché tous les poils. Alors déjà, il avait bien souffert le martyre quand la reine des Korrigans est arrivée. Elle lui ne touchait plus à cet homme, c'est un ami à moi. Il a fauté, c'est vrai, par l'appât du gain, il a voulu amasser toujours plus de trésors, mais que voulez-vous, les hommes sont ainsi. Et je crois qu'il a une bonne leçon, mais maintenant vous allez lui laisser la vie sauve. Il a été bon avec moi, quand personne ne voulait m'ouvrir sa porte, lui il m'a accueilli, alors laissez-le partir. Tiens, reprends ton sac et va-t'en. L'homme penaud a remonté l'escalier, la porte s'est fermée pour toujours derrière lui.
Il est revenu ici dans la grotte, la lune s'en était allée. La marée avait commencé à monter jusque-là, presque à nos pieds. Il a juste eu le temps de partir avant d'être noyé. Il est remonté et il est rentré à pied chez lui. Il a jeté son sac sur la table en rentrant et s'est endormi. Et le lendemain matin, il s'est aperçu que dans son sac, il restait quelque chose quand même. Il y avait une espèce de petite écuelle qui ressemblait à rien, vraiment une écuelle toute modeste. Il a sorti de la table, il a dit à sa femme, tu te rends compte, si j'avais pas fait ce que j'ai fait hier soir, aujourd'hui on serait riche. On serait riche à millions. On aurait pu s'acheter des homards au marché. On aurait pu aller manger au restaurant. Et puis là, tout d'un coup, il s'est retourné, il y avait un homard dans l'écuelle. Ah oui, il comprend bien. Ouais. Et en fait, il s'est aperçu que cette écuelle, qui ne ressemblait à rien, c'était une écuelle magique. Et qui pouvait désirer manger quelque chose et que ça apparaissait dans l'écuelle. Un peu comme une corne d'abondance. Ouais, exactement. Et c'est là qu'il a appris qu'en fait, il ne servait pas forcément de vouloir accumuler toutes les richesses du monde pour ne rien en faire, finalement, au bout du compte, mais qu'il suffisait de vivre avec ce dont on avait besoin. Et cette écuelle lui a toujours donné ce dont il avait besoin. Là, Hervé, on est dans un village qui s'appelle Quérinet. Ouais. Quérinet, c'était un village typique, traditionnel de la Grande Brière. Ouais. La Grande Brière, c'est assez méconnu en France, mais c'est le deuxième plus grand marais de France, après la Camargue. Ouais. C'est un territoire très mystérieux, très ancien. Ma grand-mère était briéronne. C'est un territoire en indivision. Il appartient aux habitants du pays. Et c'est vraiment un territoire de légende, là, où il y en a beaucoup d'histoires de sorcellerie, beaucoup de grands conteurs traditionnels qui étaient d'ailleurs chez les ethnologues réputés, parce qu'il y a eu une collecte faite ici il y a presque, pas 100 ans, mais moins quand même un peu, où on a enregistré un conteur traditionnel qui s'appelait Pierre le Lièvre et qui livre une version qui dure 1h30 d'une légende traditionnelle qu'on appelle l'histoire de la bête à 7 têtes, qui a été enregistrée sur rouleau de cire, si je ne me trompe pas, et qui est encore actuellement aujourd'hui conservé au Musée des Arts et Traditions Populaires, maintenant au Mucène à Marseille. Okay. C'est un territoire difficile à pénétrer, surtout quand on n'est pas briéron, mais quand on est accepté ici pour la vie, tu vois. C'est un territoire de chasse, de pêche, d'anguilles, il y a énormément d'oiseaux. C'est un territoire tout plat. Tous les canaux qui sillonnent la Brière. Il y a de la tourbe ici, beaucoup. Et bien sûr, énormément de légendes, très anciennes, transmises dans ce parler briéron tout à fait particulier. Je te parlais de Pierre le Lièvre, des grands conteurs du temps jadis. Les traditions continuent à se transmettre et il y a plein de légendes ici, plein d'histoires à raconter. Il y en a une qui me plaît particulièrement, il y a celle de la bête à 7 têtes, qui est une espèce de dragon, mais ce territoire a marqué sur l'origine de sa création, tu vois, ces grands marais, et puis le fait qu'on est retrouvé partout quand tu vas en Brière. Il y a, quand tu sondes la tourbe, le sol sous l'eau, on a une forêt qui est sous l'eau, qui est fossilisée. D'accord. Qu'on appelle, ce qui crée un bois précieux, qu'on appelle le morta. Ah oui, d'accord, j'ai vu ça en arrivant, ils font des couteaux, je crois. Ouais, c'est ça, on fait des manches de couteaux, comme ça. De l'ébène. T'as deux mortas, un morta rouge, un morta noir, en fonction si c'était des chênes ou des bouleaux, je crois, qui s'étaient fossilisés. Donc il y avait une forêt qui était là avant. Alors, scientifiquement, je laisserai aux scientifiques le soin de raconter pourquoi
elle s'est retrouvée engloutie par les eaux finalement, très certainement à une période. Alors certains parlent d'un raz-de-marée, on y croit assez peu, mais on dit sinon qu'elle a été simplement submergée à un moment d'élévation du niveau de l'eau. Tu vois. Mais les conteurs, bien sûr, ont une autre version. Ah, yes. Et il y a une version, il y a plusieurs versions de cette histoire d'ailleurs, de l'origine de la Brière. Et il y en a une qui parle par exemple d'une anguille géante, d'un serpent peut-être bien. Une anguille, on appelle ça ici un pimprenot. Et on dit que c'est cette anguille qui aurait creusé les canaux et créé la Grande Brière, et que c'est Saint-Liphard. Il y a une commune tout près d'ici de la Brière qui s'appelle Saint-Liphard. Le Saint-Liphard en question serait venu débarrasser la terre de cette anguille monstrueuse, de ce serpent monstrueux. Ce qui est fait de Saint-Liphard un membre du club select des saints soroctones, des saints qui... Un peu comme Saint-Michel, Saint-Georges, voilà, Saint-Paul de Léon. Saint-Paul de Léon. Ouais. Et il y a une autre histoire qui raconte la création de la Brière, c'est l'histoire d'une sorcière. Une sorcière, une fée, tu sais, ça dépend de comment tu les regardes, comme le chat de Schrödinger, auquel moment tu ouvres la boîte. Et cette sorcière était la souveraine des alentours. À l'époque, c'était bien sûr pas du tout comme tu peux voir aujourd'hui, tous ces canaux et toute cette tourbe. Et elle était fâchée avec son fils. Alors ici, on dit toujours, tu sais que les femmes, les briéronnes, ont quelques tours dans leur sac. Il faut attention, faut pas se mettre, faut pas se les mettre à dos. Et cette sorcière souveraine de cette petite parcelle s'était fâchée avec son fils qu'elle considérait terriblement ingrat. Et donc à partir du moment où elle s'était mise en colère, elle était entrée dans une colère folle et elle a décidé de faire basculer la Terre, qui est plate, comme tu le sais, de faire basculer la Terre. Ici, en tout cas, elle est plate, tu peux voir tout autour. Et elle l'a retournée. D'accord. Elle l'a retournée comme un plateau, comme une assiette, comme une crêpe, c'est le bon terme. Et donc voilà pourquoi la Brière est comme ça. D'accord. La forêt est en dessous. Et tout est en négatif, en fait. Voilà, exactement. On est en dessous, on est dans l'autre dessous du monde. Ah, c'est génial. Ouais. Mais là, il a été retourné. D'accord. Et toutes les créatures qui vivaient dans les arbres avant, elles vivent toujours, mais elles vivent sous terre. Sous terre. Dans les arbres. Quelque part. Voilà. Ouais. Et les hommes, après, ont bouché les conduits qui permettaient de passer entre les deux. Donc, elles sont les créatures, les couricans, les coryles, les corrigans, sont restés bloqués en dessous. Sauf le coryle noir, qui a un conduit de cheminée qui n'est pas bloqué et qui peut venir sur terre pour nous jouer des tours. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que toute la terre a été retournée, toute cette terre de Grande Brière. C'est pour ça que ça explique pourquoi on est sur une grande étendue plate, comme ça, que les arbres sont en dessous, tête en bas, et que le monde a été inversé, sauf ce petit coin-là où elle avait son taureau auquel elle tenait tant, qu'elle a épargné de ce grand retournement du monde. D'accord. Voilà. Et donc tu nous emmènes voir ce petit lieu. On y va ? C'est parti, allez, voilà. On y va. Ravi. Tu vois Hervé, on est arrivé au bout du chemin, au bout du monde. On est au milieu de la Grande Brière, en hommage aussi, après tout le voyage que tu as fait sur les terres légendaires de Bretagne. Il ne faut jamais oublier que derrière ces légendes, c'est des hommes et des femmes aussi, des générations, tu vois, qui les racontent aux enfants, aux ados, aux adultes. C'était un art très important, un art populaire de transmission, et puis une manière d'être ensemble. Raconter, écouter, rire ensemble, pleurer ensemble, avoir peur ensemble, ce grand théâtre des émotions humaines. Et puis quelque chose, c'est un art de la simplicité aussi, c'est ça que j'aime à travers ce légendaire populaire et cette manière de se raconter des histoires à nous-mêmes pour aussi agir sur le monde et faire des choses ensemble, tu vois. Donc c'est pas que des contes et légendes hors sol ou des créatures qu'il faut prendre au premier degré. Oui, c'est ça. Ces créatures, elles sont là parce qu'on les a inventées, parce qu'elles nous parlent de nous-mêmes. Tu vois, c'est une espèce de jeu de miroir. Et ici, j'aime en particulier cette terre natale, la terre d'une branche de ma famille. Moi, je suis vraiment un pied
pays blanc, pays guérandais, pays du sel. Et puis l'autre pied en pays noir ici dans les marais de la Grande Brière. Donc on a fait cette balade ensemble entre les deux. C'est très bien. Et c'est une terre que personne ne connaît en France et qui est pourtant extrêmement riche de traditions. Et donc si grâce à ton travail et à ton talent d'illustrateur tu peux arriver à la faire découvrir un peu plus, c'est avec grand plaisir. Je suis ravi. Je suis bien content en tout cas de finir la balade sur ce lieu fabuleux. Franchement j'étais très surpris. C'est un lieu magique. Eh bien Nicolas, je te remercie énormément pour boucler ce voyage. Il n'y avait qu'avec toi qu'on pouvait le faire. C'était vraiment, vraiment chouette. Voilà, c'est ici que se termine en Bretagne cette escapade fantastique numéro 3. Et rendez-vous dans une prochaine destination tout aussi légendaire. Rendez-vous aussi sur le site internet escapadefantastique.com pour voir les films, trouver les livres et puis tout simplement partager des légendes avec vous. Voilà, c'est comme ça que se termine ce beau voyage. Et nous on y va. Allez, salut. Salut.